Monsieur Dokolo, vous venez d'assister à la signature du manifeste Essili, ici au siège de la FIDH à Paris. Et quelle importance accordez-vous à cet acte-là? Alors je corrige, je n'ai pas seulement assisté, j'ai aussi apposé ma signature. Je pense que c'est un acte d'une importance absolument stratégique pour le Congo. Pour la première fois, des Congolais qui n'ont pas d'ambition d'accès au pouvoir ont établi, démontré de manière scientifique, logique, au travers de ces 3 jours d'assises qu'on a eues. D'abord, premièrement, par une étude, une analyse profonde et détaillée du processus électoral qui a eu effectivement une volonté délibérée de M. Kabila de saboter les élections afin qu'elles n'aient pas lieu, comme la Constitution le prévoit, à la fin de son 2e et dernier mandat, en décembre, avant décembre 2016. Deuxièmement, nous avons eu la démonstration de l'instrumentalisation de nos institutions, pas seulement les services de sécurité avec la répression généralisée, mais également par exemple la Cour constitutionnelle qui a taillé sur mesure un nouveau statut, une espèce de légitimité artificielle pour le président Kabila qui va lui permettre de se maintenir de manière au-delà de ce que la Constitution lui autorise. Et puis troisièmement, nous avons eu la démonstration qu'il y a eu par la présentation des envoyés de la CINCO, de la Commission Justice et Paix, qu'il y a eu une volonté délibérée de violer les accords de la Saint-Sylvestre qui accordaient à M. Kabila une année supplémentaire pour organiser les élections en partant du principe très chrétien que peut-être il y aurait un malentendu et qu'il faudrait quand même accorder un bénéfice du doute à la bonne foi de M. Kabila. Donc effectivement, fort de ces constats qui ont été effectués et qui ont été étayés par des présentations très approfondies et très détaillées, nous avons établi sans doute possible que nous sommes bien dans la situation qui est identifiée dans notre Constitution à l'article 64 alinéa 1, c'est-à-dire que nous sommes en présence en RDC d'un président qui est en train d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution de notre pays. Et ça, c'était très important que ça soit proclamé, que ça soit dit. Ça a été proclamé par des gens qui sont de la société civile, donc qui n'essayent pas d'accéder au pouvoir. Donc les autres dispositions de l'article 64, évidemment, ne sont pas applicables en l'occurrence. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est que nous avons vu ici une réponse citoyenne qui a été faite à l'appel de nos évêques de prendre rendez-vous avec l'histoire, de nous mettre debout pour protéger nos acquis démocratiques. Vous venez de dire que la rencontre d'aujourd'hui a réuni des Congolais qui n'ont pas l'ambition de conquérir le pouvoir. C'est bien de le dire, parce que depuis que vous apparaissez à la tête du mouvement congolais debout, il y a des commentaires dans tous sens. Quel rôle comptez-vous jouer dans le Congo-Kinshasa de demain? Vous savez, c'est difficile parce que plus je dis que je n'ai pas d'ambition politique et plus les gens trouvent ça suspect et sont persuadés qu'en fait j'affirme le contraire de ce que je dis. En l'occurrence, ce que je peux partager avec vous, c'est d'abord si j'avais voulu faire de la politique, je serais certainement dans un parti politique et je serais certainement aujourd'hui ou possiblement aujourd'hui en train d'exercer un poste de responsabilité. Première chose. Deuxième chose, la raison peut-être de mon engagement que je peux partager avec vous, et j'imagine que tous les téléspectateurs congolais peuvent comprendre ce que j'exprime. Je ne m'imaginais pas personnellement comme un Congolais membre de la diaspora qui a réussi à faire quelque chose ailleurs, en dehors de nos frontières, qui vit dans un autre environnement, dans une situation normale. Je ne m'imaginais pas rester les bras croisés et ne rien faire alors même que notre pays est en train de basculer dans le chaos généralisé, avec un pouvoir qui instrumentalise non seulement la fragilisation de l'État, mais également toutes les instabilités qui en découlent, dont notamment des massacres et des violences terribles sur nos populations civiles. Oui, tout le monde connaît mon engagement dans la culture, et notamment le travail que je fais au niveau de ce musée de Dundo en Angola, des civilisations de Chokwe, là où je suis en train de travailler justement pour arriver à récupérer des chefs-d'œuvre de la civilisation de Chokwe qui ont été volés pendant la guerre en Angola. Et Dundo, c'est exactement à la frontière entre Lunda Nord et la RDC et le Kasaï.
C'est l'endroit là où se trouvent justement les 30 000 et 30 et quelques mille réfugiés congolais. Et effectivement, moi qui suis présent à Dundo à travers ma fondation, j'ai recueilli des témoignages qui m'ont glacé le sang. Des gens avec les bras coupés, les mains coupées, les pieds coupés, des enfants 3-4 ans qui sont sortis de la brousse tout seuls, sans parents du côté angolais, des choses que vraiment je n'imaginais pas voir un jour dans ma vie. Ce qui m'a mis hors de moi, c'est le fait que pour la première fois dans notre pays, on a deux premiers ministres successifs qui viennent de cette province du Kasaï. Je n'ai jamais entendu personne au Congo faire quoi que ce soit pour essayer de mettre un terme, un vrai terme à cette situation-là. On a soit d'un côté les gens qui l'instrumentalisent et qui jouent avec la mort de nos concitoyens et les souffrances terribles de nos concitoyens, soit des gens qui considèrent que ce n'est pas leur problème ou qui ne peuvent rien y faire et qui restent les bras croisés. Par rapport à tout ça, moi je pensais que c'était important de proposer une autre voie qui était une approche citoyenne de masse. C'est-à-dire que la différence, on m'a posé souvent la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejoint Filimbi ou Lucha? Et j'ai dit plusieurs fois, d'abord c'est un mouvement de jeunesse, moi je ne suis plus tellement jeune que ça, mais en plus, je considère que le grand problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à engager la grande masse de nos compatriotes congolais qui sentent bien que le pays est en train de basculer, qui en souffrent dans leur chair, dans leur âme, mais qui ne savent pas quoi faire, qui ne va pas mettre leur vie en péril pour arriver à résoudre cette situation. Et c'est un peu ça ce que nous voulons faire, et nous nous plaçons vraiment dans la perspective de l'appel des évêques, parce que nous savons que c'est seulement tous ensemble que nous arriverons à mettre un terme dans la paix et dans le respect de nos lois. Le droit de manifester est consacré par la Constitution, et le fait qu'aujourd'hui, pour moi, l'Église catholique ait signé, les représentants, les envoyés de la Senko sont signataires de ce manifeste. Demain, on va le présenter à tous les princes de l'Église au Congo, on va le présenter à tous les politiciens, on va essayer de le présenter et le vulgariser à tous les Congolais, parce que si on n'arrive pas tous ensemble, à d'une seule voix, dans le respect de nos lois, à rappeler M. Kabila à l'ordre et à lui faire comprendre qu'il ne pourra pas gérer ce pays par défi avec sa politique de la terre brûlée qui tous les jours se traduit dans des morts, dans la diminution, dans l'émiettement de notre pays, eh bien, nous n'arriverons pas avant la fin de l'année et probablement pas dans les années à venir à retourner à l'ordre constitutionnel et à notre démocratie. Le mouvement, le manifeste Essili a des ambitions. Et quelles sont les chances que vous lui donnez pour que cela aboutisse? C'est un manifeste qui, pour moi, est le point de départ d'une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Il ne s'agit plus maintenant de la lutte uniquement des politiques. Il ne s'agit plus de la lutte uniquement de certains mouvements citoyens ou de certains de nos compatriotes qui prenaient conscience de la gravité et de l'importance de réagir. Il s'agit maintenant réellement d'inviter tous les Congolais à adhérer pour dire stop. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment il est possible qu'il y ait un échec. Car dans le pire des cas, en tout cas, ce sera une inversion du rapport de force. J'ai l'impression que nous allons assister maintenant à une situation où la peur va changer de camp. Et ça va être très important justement que les valeurs que nous portons puissent tout au long de ce chemin, qui est un chemin qui peut en effrayer certains, parce qu'effectivement, le président de la République, il est le président de la République, même s'il est illégitime. Les institutions, même si elles sont déjà dépassées et illégitimes, elles sont là, c'est rassurant, et on a toujours la peur de l'inconnu et toujours la peur du chaos. Et c'est très important que ce ne soit pas que les politiques, mais qu'il y ait aussi la société civile représentée dans sa grande diversité et l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que nous mettons au centre de notre démarche des valeurs, des principes qui doivent présider à cette transition nécessaire vers notre ordre constitutionnel et vers une élection, et vers des élections, et en même temps qui doivent garantir que, quels que soient les modèles qui seront développés pour nous faire retourner vers cette constitution, ils seront toujours faits dans le meilleur intérêt de notre population, dans le respect de nos lois et de leur esprit, et à la fois avec des opérateurs, des acteurs qui ne sont pas intéressés par la lutte pour le pouvoir. Baudouin ? Moi, j'ai une question un peu dérangeante. Personne ne peut vous nier votre qualité de citoyen congolais.
mais il se fait que vous êtes le mari de la fille du chef de l'État angolais, José Eduardo dos Santos. Je crois que vous lisez tout ce qui s'écrit sur vous. Il y en a qui voient l'ombre de l'Angola derrière vous. Que répondez-vous à tous ceux qui pensent que l'Angola voudrait faire une sorte d'OPA, comme les Rwandais avec la FDL? Que leur répondez-vous? Écoutez, je peux imaginer qu'ils puissent avoir cette perception. Cependant, moi, je me rappelle d'une époque en 97 ou 98, là où j'étais jamais allé en Angola, là où il y avait des militaires rwandais qui avaient pris le barrage d'Inga. Si je me rappelle bien, ce sont des troupes angolaises qui les ont délogés et qui les ont même rapatriés via l'Angola jusqu'au Rwanda. Et je n'ai pas vu pour si peu des Angolais qui étaient en train de gérer aux destinées du Congo. Je n'ai pas vu des Angolais être chefs d'état-major. J'ai pas vu des Angolais opérer des postes importants dans l'administration, dans l'armée, dans les services de sécurité, alors que même plus que le Rwanda, l'Angola a beaucoup de citoyens qui sont un peu, comme on appelle chez nous, les bazombo, et que les autres en Angola appellent les regresados, donc les retournés. On a beaucoup de populations sur les presque 2000 km de frontières que nous avons qui sont un peu des deux côtés. Donc ça, déjà, c'est peut-être un indice qui peut mettre les gens sur la voie. De plus, croyez-moi, mon engagement et la manière dont je m'engage mettent beaucoup de gens mal à l'aise. Mais j'ai une chance. C'est qu'en Angola, ils ont la perception de ce que c'est que le combat. Le combat face à la tyrannie, ils l'ont souffert contre les Portugais, ils l'ont souffert ensuite contre les Sud-Africains. Et donc, lorsqu'il y a eu des initiatives qui ont été prises par Kinshasa pour essayer de me faire taire en créant un stress au niveau angolais, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des Angolais qui a été de dire « Mais écoutez, mais il y a des lois au Congo, c'est un citoyen congolais, il peut avoir les opinions qu'il a. Qui sommes-nous, nous, pour lui empêcher de dire ce qu'il a à dire ?» Et dans cette perspective-là, moi, je me suis senti très à l'aise pour dire « je dois m'engager ». C'est une question de devoir sacré, patriotique. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que on passe toute ma population par le fil de l'épée. Vous êtes très sollicité, je vois des confrères qui sont dehors, mais avant de nous séparer, vous avez un dernier mot. Oui, ce mot, je l'adresse à tous mes compatriotes, pas seulement ceux de la diaspora, mais compatriotes qui peuvent nous suivre au Congo. Ce mot, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, un Congolais qui n'est pas une partie de la solution qui est en train d'être dessinée aujourd'hui à travers ce manifeste à l'appel de l'Église catholique, le Congolais qui n'est pas dans la solution, il est dans le problème. Il n'y a plus de Congolais neutres. Il n'y a plus aucun Congolais politicien, membre de la société civile, simple citoyen qui peut dire « moi je ne suis pas sûr » ou « je ne sais pas si je vais le faire ou si je vais suivre ». Là maintenant, il y a une position qui se pose, un cas de conscience à tous les Congolais. Soit vous considérez, comme nous, que M. Kabila viole la Constitution, que de ce fait il a saboté les élections et donc il est coupable de haute trahison, avec toutes les conséquences que ça implique, soit vous considérez que ça n'est pas le cas, qu'il a été de bonne volonté, que c'est un grand malentendu, qu'effectivement c'était nécessaire d'acheter des avions et fabriquer des immeubles intelligents là où Internet ne marche plus, et qu'à cause de ça, que c'était prioritaire de faire ça sur faire les élections. Donc ça, c'est une question, un cas de conscience qui se pose à vous tous, mes chers concitoyens. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'au-delà du fait de la réponse, dont je suis sûr que elle abondera dans notre sens. Je pense que ce qui est important, c'est que vous restiez attentifs. Vous restiez attentifs à l'appel que l'Église catholique, les mouvements citoyens et même les partis politiques ne manqueront pas de faire et que vous y répondrez parce que dans la vie d'un homme, dans l'histoire d'un pays, on n'a pas souvent l'occasion de faire quelque chose qui change vraiment l'avenir. Et ce dont il est question aujourd'hui, c'est deux choses pour le Congo. C'est la dignité des Congolais et c'est l'avenir de nos enfants. Et ça, il faut bien qu'on se rende compte qu'il y a 3-4 mois qui vont être déterminants pour tout le reste de l'histoire de notre pays. Et j'espère que tous les Congolais, chacun en son âme et conscience,
trouvera le courage, le temps, l'inspiration de s'engager et de ne pas rester les bras croisés. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire dans les Congolais debout. Je me suis mis debout, je porte ma voix. Parfois, ça peut déranger, parfois, ça peut surprendre, mais en tout cas, j'ai fait le choix de ne pas rester inactif. Monsieur Dokolo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.